Aujourd'hui, un balado spécial pour saluer le printemps. Un balado sur une femme à qui la planète entière doit une fière chandelle. Alors, allons-y. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans une ville de Hongrie où son père est boucher. Et peut-être à cause de ça, elle découvre le monde de la biologie. Et elle étudie en biologie. Elle est intéressée par les sciences. Fait des études doctorales, postdoctorales, et se retrouve dans un centre de recherche biologique de l'Académie hongroise des sciences à 23 ans. On est en 1978, Katalin Karikó est considérée comme une des meilleures jeunes scientifiques de Hongrie. Sauf que le centre où elle travaille est un petit centre, même si c'est un centre national, qui manque de moyens. Et à un moment donné, à 30 ans, ça fait 7 ans qu'elle travaille à cet endroit, elle est obligée de quitter parce qu'elle n'a plus de budget pour continuer. Mais elle est certaine que ce sur quoi elle travaille est très important. Et ce sur quoi elle travaille, c'est sur l'ARN, l'acide ribonucléique, qui est très différent de l'ADN et qui est son champ de travail. Donc elle quitte la Hongrie. En 1985, elle voudrait aller en Europe, mais ne réussit pas à trouver un emploi en Europe. Alors, vend la voiture familiale, cache 1200 $ dans une poupée de sa fille, parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter en emportant de l'argent, et elle part, se retrouve aux États-Unis. Et contrairement à beaucoup de ses collègues, elle n'avait jamais pensé quitter la Hongrie. Elle était très heureuse dans ce qu'elle faisait. Sauf que ce qu'elle faisait, elle ne peut plus le faire. Donc, elle quitte la Hongrie. Elle se retrouve à l'université Temple, à Philadelphie, dans le domaine des sciences de la santé, naturellement. Et elle participe à un essai pour des patients atteints du sida qu'on veut traiter avec justement l'ARN, en utilisant l'ARN. Et ce sont des recherches considérées comme tout à fait révolutionnaires et avec peu de potentiel. En 1990, elle quitte Temple et se retrouve à l'université de Pennsylvanie. Et c'est là qu'elle fait sa première demande de bourse afin de travailler pour trouver une thérapie génique basée sur l'ARN messager. Sa demande est rejetée. Et elle a encore la lettre de refus. Mais ce qui arrive à ce moment-là, dans les années 90, c'est que la grande mode, la folie pour les chercheurs, c'est l'ADN. Et l'université de Pennsylvanie ne fait pas exception. On veut travailler les composantes pour guérir des maladies. Mais Katalin, elle se dit, pourquoi changer le génome quand tout ce qu'on a besoin, c'est d'une mesure temporaire? On veut pas changer la personne, on veut simplement traiter quelque chose, et quand ce sera traité, on n'aura pas touché au génome. Et elle dit ce qu'elle pense, naturellement. Mais ce qu'elle pense, c'est pas très populaire. Elle a beau dire que on prend le risque d'introduire des modifications qui seraient nuisibles, qui pourraient se multiplier. Les gens n'aiment pas entendre ce qu'elle dit, réussit pas à convaincre de son point de vue. Et en 1995, au moment où elle allait devenir professeure, elle est rétrogradée au rang de simple chercheuse, parquée dans un sous-sol, dans un petit laboratoire. Alors elle dit elle-même quand elle raconte, normalement, à ce niveau-là, les gens disent, salut, j'en viendrai pas à bout. C'est trop horrible. Tout le monde dit que je travaille pour rien. Alors je me disais que j'étais pour aller ailleurs, faire autre chose, que j'étais pas assez bonne pour réussir, ou pas assez intelligente. En plus de ça, elle est victime de sexisme. On lui demande c'est qui ton directeur, alors que c'est évident que c'est elle qui dirige le laboratoire. On l'appelle madame, alors que ses collègues masculins, on les appelle professeurs. En plus de ça, elle reçoit un diagnostic de cancer. Mais Katalin Karikó est certaine qu'elle va un jour trouver une façon de réussir. C'est tellement évident pour elle. Elle a des données sur des recherches animales qui montrent qu'elle est dans la bonne direction. Alors tout ce qu'elle espère, c'est de vivre assez longtemps pour voir l'objet de ses recherches enfin approuvé. En 1997, presque 20 ans,
parce que elle a commencé ses recherches dès ses débuts en 1978 en Hongrie. Alors en 1997, au hasard devant la photocopieuse, elle rencontre un immunologiste, Drew Weissman, qui travaille à trouver un vaccin contre le VIH. Et, pour une conversation, lui trouve qu'elle a une idée extraordinaire. Et ils commencent à travailler ensemble. Et un des problèmes qu'ils ont, c'est que l'ARN, quand ils réussissent à le faire pénétrer dans l'organisme, il déclenche une immunité, une réponse immunitaire qui fait que le problème vient de s'aggraver d'un autre problème. Mais ils réussissent, dans leur recherche, à trouver une façon, de sorte qu'il se présente différemment, cet acide-là, et le système immunitaire ne réagit plus. Alors, premier succès, en 2005, leur découverte est reconnue et leur attire des louanges. Le duo continue de travailler et ce qu'ils veulent, c'est améliorer le processus. Alors, l'ARN, faudrait qu'il reste un certain temps pour faire son travail. Alors, ils trouvent une manière de l'enrober de façon à ce qu'il se dégrade moins vite et, en plus, que son entrée dans la cellule soit plus facile. Et en 1998, ils obtiennent leur première subvention de 100 000 $. Une subvention de 100 000 $ en recherche, c'est complètement ridicule. Mais l'année suivante, 1 million de $. Et voilà tout l'intérêt. C'est pour ça que je voulais vous raconter cette histoire. C'est à partir de ces techniques que les laboratoires Moderna et Biotech Pfizer ont pu mettre au point un vaccin contre la COVID-19. Alors, on dit beaucoup que c'est extraordinaire que nous ayons trouvé un vaccin aussi rapidement en cette période de crise. Les vaccins ont été trouvés aussi rapidement à cause de tout le travail de base qui avait été fait par Katalin Karikó et par son nouveau partenaire, Drew Weissman. Alors, les deux vaccins sont basés sur la même stratégie qui consiste à introduire des instructions génétiques. Parce que l'ARN, c'est ce qu'il fait. Il apporte des instructions génétiques dans les cellules et les instructions, dans le cas précis, déclenchent la production d'une protéine, celle qui va lutter contre le coronavirus et provoquer une réponse immunitaire. Alors quand elle apprend enfin l'approbation du vaccin développé par Pfizer et Biotech, Katalin, elle s'est acheté un paquet de ses bonbons préférés. Mais elle n'est pas rendue au champagne encore. Elle dit, nous fêterons tout cela quand les souffrances humaines seront derrière nous, quand les épreuves et cette terrible période seront terminées. Elle espère que ça va arriver au cours de l'été et qu'alors, à ce moment-là, on va avoir oublié le vaccin, le virus, et ce sera le temps du champagne. Alors, imaginez d'où elle est partie. Et aujourd'hui, on parle d'elle et de son partenaire comme des candidats au prix Nobel. Kataline, elle, est devenue vice-présidente au sein du laboratoire allemand BioNTech. Alors la morale, et c'était sa vie, n'abandonne jamais. Quand tu crois à quelque chose, on revient toujours, la vie c'est une question de foi. Malheureusement, on a toujours rattaché la foi à la religion, mais c'est tellement plus que ça, la foi. C'est la foi en la vie, la foi en soi, la foi en ses moyens. N'abandonne jamais. Et elle dit, souvent, lorsqu'elle raconte, parce qu'on lui fait, elle est très populaire, tout le monde la rencontre, tout le monde l'interroge, elle dit toujours, attention là, on parle beaucoup de moi, de mes difficultés, de combien j'en ai arraché, mais faut dire une chose, j'étais heureuse, j'étais dans mes recherches et je savais que je travaillais sur quelque chose qui avait un grand potentiel pour soulager un grand nombre d'êtres humains. Et j'étais heureuse de travailler là-dessus. Et quand on lui demande, oui, mais comment t'as fait pour continuer? Tout le monde disait que tu travaillais pour rien. Personne ne croyait à ton approche. Et c'est là qu'elle raconte une expérience qu'elle a vécue toute jeune. C'est un de ses professeurs qui, à un moment donné, lui a parlé d'un livre écrit par un monsieur Hans Schi, « Comment vivre une vie sans stress ».
Et la recette qu'elle a apprise à ce moment-là, c'est, il y a quelque chose qui t'inquiète. T'as une décision à prendre. T'as un problème dans tes relations avec quelqu'un. Fais quelque chose pour le régler et après ça, oublie tout. Fais ce que tu crois devoir faire et oublie tout. Tu dois t'excuser, excuse-toi. Tu dois pardonner, pardonne. Ça ne sert à rien de ruminer, tu te détruis. Ça ne sert à rien de dire, oui, mais cette personne-là devrait faire de... Tu ne peux rien faire pour les autres. Tu ne peux rien faire pour que les autres adoptent un comportement. Alors toi, décide ce que toi tu veux faire. Et quand tu l'as fait, oublie tout. Tu t'es excusé, elle veut pas te pardonner. Salut, bonjour, il n'y a rien à faire. N'y pense plus. Alors c'était un des secrets qui l'a amené à passer à travers tout ça sans se détruire elle-même. Son attitude, ça a toujours été, elle arrivait à des gens et elle leur dit, regardez, j'ai obtenu tel résultat, j'ai fait tel. Et les gens disaient, non. Et ce qu'elle dit, c'est, quand on te dit que, ton expérience est pas complète, ton expérience est pas assez bonne, si je m'en retourne et je me dis, ils comprennent rien, ce sont des imbéciles, je développe de la colère et j'avance pas. Essaie de comprendre leur point de vue. Pourquoi mon expérience est pas assez bonne? Peut-être que je l'ai pas assez bien expliqué. Alors, étant donné que l'anglais est pas ma langue maternelle, je demandais à un de mes collègues comment je pourrais raconter ça. Ou encore, oui, elle a raison, mon expérience laisse une porte ouverte. Je n'ai pas vraiment prouvé ça. Je m'attelle au travail et je refais une nouvelle expérience. C'est ce qu'il faut pour être capable de conserver ses énergies et de les canaliser d'une façon qui peut être productive, d'une façon qui peut nous faire avancer. En d'autres mots, crois à ce que tu fais parce que tu le fais bien, mais sois toujours ouvert aux critiques. Peut-être que tu as raison, mais peut-être que c'est la personne qui te critique qui a raison. Alors, au boulot, une autre expérience, et n'abandonne jamais. C'est simplement le fait que tu regardes les mêmes données, l'autre regarde les mêmes données, mais elle ne pense pas de la même façon que toi. Alors, ne te sens pas détruit, agis jusqu'à ce que tu rencontres le succès. L'autre chose qui l'a servi dans sa vie, et quand elle s'est en allée vers les compagnies allemandes, elle pensait trouver ça, elle pensait que c'était des gens hyper organisés, mais elle n'a trouvé ça nulle part. Elle, dès le début de son travail, elle a commencé à tout noter, à tout classer. Elle dit qu'un chercheur ou une chercheuse, ça lit énormément. Ça lit toutes sortes de choses et ça lit énormément. Ça fait énormément d'expérience. Alors pour chaque lecture, elle faisait une entrée. Quel est le sujet principal? Des sujets secondaires? Quel est l'auteur? Pour chaque expérience, quel était le but de l'expérience? Quels ont été les moyens utilisés? Quelle fiole de produits j'ai conservé comme résultat? Et tout ça était entré dans un grand livre bleu qu'elle montre dans l'entrevue que j'ai regardée. Jusqu'à ce qu'un jour, ce soit les ordinateurs arrivent dans sa vie et qu'elle fasse ça par informatique. De sorte que si quelqu'un arrivait dans son labo et disait « Oui, mais ça... mais j'ai fait une expérience là-dessus. Attends un peu que je te trouve ça. » Clic, trouvais l'expérience. « J'ai des éprouvettes dans le frigo numéro 4, troisième tablette à gauche. » Ça en allait sortir. Et les gens n'en revenaient pas. Mais elle dit tout le temps que j'ai pu sauver parce que j'ai eu la discipline de faire ça au fur et à mesure. Et cette chose-là, elle donnait des cours, et les dernières 5 minutes du cours, elle disait aux étudiants, « Je vais vous donner un secret. Si vous l'adoptez, ça va vous aider beaucoup dans votre vie. » Et elle dit, à chaque fois dans les années qui ont suivi, que j'ai rencontré des étudiants qui avaient suivi mes cours, tout le monde me parlait de ça. Alors j'en suis venu me demander si tout ce qu'il y avait d'intéressant dans mon cours, ces dernières 5 minutes-là. C'était des informations sur cette grande dame qui nous permet aujourd'hui d'envisager une presque normalisation, sinon à court terme, au moins à moyen terme. Cataline Carico.